Et face à une information gouvernée par l'immédiateté qui altère parfois les faits, la journaliste Christine Kelly a décidé d'initier une matinée d'éducation aux médias. Elle aura lieu ce samedi à la salle Rimena Souta à Pointe-à-Pitre pour cette première édition. Elle a choisi comme invité d'honneur celui qui fut l'une des icônes de TF1, si ce n'est l'emblème de la chaîne, et qui en a fait le journal le plus regardé d'Europe. Patrick Poivre-d'Arvor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Ce jeudi 9 novembre était la journée internationale de la fin de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes. Plus de 700 confrères ont été tués depuis le début du XXIe siècle pour essayer de faire finalement leur travail. Peut-on dire qu'il est plus risqué d'être journaliste aujourd'hui qu'auparavant ? Je ne crois pas qu'on puisse faire de comparaison. Malheureusement, ça dépend beaucoup des pays. Il y a des pays où vraiment, aujourd'hui, les journalistes souffrent, ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, et ont beaucoup de mal. Soit ils sont emprisonnés, soit ils sont torturés, soit ils sont enlevés. Il y a des pans entiers du monde où ça continue, et il faut penser tout le temps à nos confrères qui sont dans ces cas-là. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'objet justement de votre visite en Guadeloupe. Quel sens donnerez-vous à votre participation à cette manifestation ? D'abord, c'est une très bonne idée qu'a eue il y a 3 ans Christine Kelly, qui a été membre du CSA, qui a été aussi une grande journaliste sur plusieurs antennes, et qui justement réfléchit sur la manière dont on peut, parce que c'est une matière explosive, les médias, il faut l'accommoder, il faut la comprendre. Il faut d'abord voir ce que sont les spécificités pour l'outre-mer. C'est un sujet que vous connaissez bien, ce sera l'objet du premier colloque. Et puis il y aura 2 autres réflexions sur justement les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'importance, et aussi sur l'éducation par le papier, parce que c'est très important de continuer à lire les journaux qui, malheureusement, jour après jour, année après année, descendent en lectorat. Oui, ils sont de moins en moins lus. Avant d'aborder cette question des réseaux sociaux et de cette nécessité de lire, de s'informer pour se constituer, créer un esprit critique, nous, jeunes journalistes, nous avons un petit peu cette idée qu'il y avait une heure de gloire du journalisme qui est révolue avec justement l'émergence des chaînes d'information continue qui ont créé cette information fast-food. Est-ce qu'il s'agit là d'un fantasme de jeunes journalistes ou d'une réalité ? Non, pas du tout. Vous faites une bonne analyse. C'est vrai que quand j'ai commencé dans ce métier, il y avait 2 chaînes, puis après 3, et puis après 4, et puis 100 aujourd'hui. Enfin, c'est énorme. Alors, au départ, on se dit c'est formidable, parce que ça veut dire que la liberté de l'information va être développée en 100 endroits différents, et non plus en un seul endroit. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, il y avait un seul et unique propriétaire qui s'appelait l'État. Bon, il possédait la première chaîne, la deuxième chaîne, la troisième chaîne. Je trouve que sur le plan du pluralisme, on peut faire mieux. Et on a fait mieux depuis. Mais malheureusement, contrairement à ce qu'on a espéré, il y a une forme de... Voilà, tout se ressemble, tout le monde se copie. Cela vous fait peur pour l'avenir de la profession ? Oui, parce que je pense que chacun doit réfléchir avec son intelligence propre, sa sensibilité propre, et se dire, tiens, moi je vais essayer d'apporter une information différente. Je ne vais pas essayer de copier ce que font les autres, obligatoirement, ou essayer d'être un peu voyeuriste. Non, je crois qu'il faut développer ces idées, et les gens sont suffisamment intelligents pour tout à fait comprendre et puis faire leur choix. Comme développer ces idées, c'est assez étrange, parce que ce débat, il revient à chaque fois. C'est sur l'idée du bon journaliste. Qu'est-ce qu'un bon journaliste ? Certains prétendent qu'il doit être formé sur le tas, d'autres qui doivent faire une école. Quel est votre avis ? Bon, moi j'ai fait les deux, quoi. J'ai gagné un concours qui m'a permis de devenir journaliste, ça s'appelait Envoyé spécial, c'était sur France Inter. Et puis j'ai fait aussi par ailleurs une école de journalisme, et j'ai aussi travaillé sur le tas. Moi je pense que rien ne vaut le terrain, ça c'est la base. 2, rien ne vaut l'empathie, c'est-à-dire qu'on est intéressé ou on n'est pas intéressé par les gens. Si on n'est pas intéressé par les gens, il faut faire un autre métier. Il faut vraiment, pour être convaincant par exemple, il faut être convaincu. Bon, et puis il faut aimer les gens, il faut avoir une forme de générosité. Ça, c'est une base. Et puis, troisièmement, il faut être sérieux, rigoureux, et toujours recouper ces informations. Ce formatage par l'école de journalisme est-il une nécessité obligatoire au final ? Moi, je pense que ça ne doit pas être obligatoire. C'est utile, mais ce n'est pas obligatoire. Sinon, on forme les mêmes petits oiseaux qui vont cacter la même petite chanson, et ça ne va pas intéresser les téléspectateurs. Non, il faut qu'il y ait des chansons différentes, des airs différents, des musiques différentes. Il
Il y a quelque chose qui a séduit en tout cas les téléspectateurs français, qu'ils soient des Outre-mer ou de la France hexagonale, c'est votre plume, votre impertinence. Aujourd'hui, je sais que vous ne regardez plus par exemple le journal de TF1, mais vous regardez la télévision, vous écrivez, vous êtes écrivain. Si vous deviez reprendre la plume en tant que journaliste, qu'est-ce que vous auriez aimé dire sur la politique menée par le nouveau président Emmanuel Macron? Ou alors même une question. J'ai encore en souvenir les questions posées à Nicolas Sarkozy, à Jacques Chirac, à François Mitterrand. Elles venaient en général au tout dernier moment, et je me disais, tiens, comment je vais le piquer là, et de temps en temps, j'ai essayé de l'agacer, parce que au fond, ils sont très formatés, toutes ces bêtes-là, qui ne nous ressemblent pas. Hein. Et donc, pour les avoir, pour éviter les éléments de langage, tout ce qu'on entend de par-ci, par-là, il faut poser une question un peu déstabilisante. Donc, je ne vais pas en trouver une sur le moment, mais si je l'avais en face de moi, je suis sûr que après 2-3 minutes de mise en chauffe, je trouverais une question qui normalement devrait donner un petit quart seconde de vérité, quoi, et qui fasse qu'on se dit, tiens, au fond, il est peut-être ceci ou peut-être cela. J'ai fait ça avec les différents présidents qui se sont avec succédés. Courtoisie. Oui, il faut petite aussi confidence entre journalistes, avez-vous eu un moment peur en posant ce genre de questions? Je pense face à quelqu'un comme François Mitterrand. Ah oui, François Mitterrand, c'est souvent un frité comme ça à l'antenne, mais en même temps, il ne détestait pas, hein, il aimait bien avoir justement un sparring partner qui lui renvoie la balle. Et à chaque fois qu'un de mes confrères est à mes côtés, essayait d'être trop gentil avec lui, il ne le regardait même pas. Il ne s'intéressait même pas à celui qui essayait d'être gentil. Non, il faut, je crois, ils sont suffisamment armés, ils n'ont pas été élus pour rien, pour qu'on puisse oser dire des choses. Il faut avoir une petite forme d'impertinence, peut-être même d'insolence, je ne sais pas, mais il faut surtout penser à ce que pensent les téléspectateurs et se dire, tiens, ils n'ont pas la chance de pouvoir l'interroger, je vais essayer de leur poser à ces gens de pouvoir des questions que se posent les gens qui nous regardent. Merci Patrick pour avoir accepté de répondre à nos questions.